Innover pour conquérir son marché. Innovation. 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 C'était encore quelque chose de balbutiant, mais ils ont vu qu'il y avait une opportunité. Bonjour à tous et bienvenue dans La Spirale, le podcast qui explore les pratiques d'innovation. Chers innovateurs, je vous écris cette carte postale car ce matin, j'ai été interpellée à la radio par une citation de Michael Aguilar. Plus je donne envie d'acheter, moins j'ai besoin de vendre. La croissance d'une entreprise repose sur ses ventes. Aussi, j'ai décidé de rendre visite à des entrepreneuses qui ont donné envie d'acheter pour faire croître leur entreprise. Elles m'ont ouvert les portes de leur entreprise et de la conquête de leur marché. Sylvie Nourry, directrice innovation au sein du groupe Up et présidente de la société May, filiale de ce même groupe. May propose des avantages salariés numériques grâce à une solution d'open banking. Mais également Jacqueline Pistoulet, directrice marketing et communication de Smart, une entreprise de reconditionnement d'appareils électroniques. Bonjour Ophélie. Bonjour Sylvie. Pouvez-vous me raconter pourquoi et comment vous avez décidé de créer May ? Il faut savoir que le groupe Up, il y a une dizaine d'années, était en pleine, ce qu'on appelle la transformation digitale. Et donc, on s'est retrouvé assez vite face à des concurrents digitaux qui n'avaient peut-être pas beaucoup de moyens financiers, mais qui étaient assez malins. Et donc, on a senti la nécessité d'accélérer. Donc, il y a pas mal de choses qu'on a proposées. Et puis, en parallèle de ces réflexions qu'on avait, il y avait quelque chose de très original chez nous. C'est un groupe de salariés qui s'étaient réunis par vraiment envie de trouver quelque chose un peu en rupture à proposer à Up. Et il y a eu un petit groupe de 8-10 personnes qui s'est réuni et qui a commencé à réfléchir et qui est tombé sur une nouvelle technologie qui, à l'époque, qui est un peu moins nouvelle aujourd'hui, qui s'appelle l'open banking. Et donc, j'ai proposé à notre directeur général et notre président d'aller voir un startup studio et de réfléchir à cette idée. Et si jamais elle s'avère concluante, de créer une startup à part. Hop, je suis à Saint-Mathieu-de-Tréviers pour aller rencontrer Jacqueline Pistoulet. Bonjour, enchantée. Bonjour Jacqueline, comment crée-t-on une filière de reconditionnement ? Comment on passe de réparateur à vendeur ? En fait, quelles sont les étapes de la création de Smart ? Nous avons un parcours un petit peu particulier parce que notre société existe depuis plus de 35 ans. À l'origine, nous sommes réparateurs et nous faisions du SAV pour des constructeurs et des opérateurs télécoms. Donc, nous sommes passés du téléphone à cadran Minitel jusque maintenant au smartphone. Et en fait, il y a eu pas mal de rebondissements, de rachats de sociétés, jusqu'en 2011 où la société à laquelle on appartenait a failli être dissolue. Et on a 5 dirigeants courageux qui ont pris leur indemnité de licenciement et qui ont racheté la société. Et à ce moment-là, on a remonté donc notre société. Enfin, ils ont remonté leur société. Et en 2012 a commencé le marché du reconditionné. C'était encore quelque chose de balbutiant, mais ils ont vu qu'il y avait une opportunité. Et ensuite, en 2018, on a lancé notre propre marque, notre marque Smart, derrière laquelle on met les valeurs de qualité liées à nos process industriels, parce que nous sommes des industriels, et aussi tous nos engagements RSE, nos engagements environnementaux, puisqu'on fait de l'économie circulaire en circuit court. Être à l'avant-garde, oui, mais pas trop tôt. Conquérir un marché avec succès est largement une question de timing. Capter les signaux faibles au bon moment, identifier les nouvelles attentes à temps, suivre en temps réel les tendances pour les saisir. Saisir l'opportunité. Comment ce mantra largement répandu dans les startups se traduit-il en positionnement marché pour donner envie d'acheter ?
Le reconditionné en 2012 versus le reconditionné en 2024, c'est un marché qui a beaucoup bougé, qui s'est beaucoup transformé. Comment, chez Smart, vous avez réussi à vous adapter, à gérer ces transformations ? Vous avez raison, il y a eu beaucoup de changements depuis 2012. Il y a quelques années, le reconditionné, c'était une partie infime du marché, par exemple, de téléphone. Et aujourd'hui, ça représente 20%. En fait, on a eu une très forte croissance. Mais aussi, il a fallu expliquer, vulgariser, expliquer aussi ce que c'était qu'un bon produit reconditionné pour justement faire en sorte que notre marché perdure et que les gens puissent, les consommateurs puissent avoir confiance. Effectivement, ça a été tout un apprentissage et la première chose que nous avons faite, en fait, et c'était aussi mon rôle, c'est de créer de la notoriété autour de la marque Smart et d'expliquer pourquoi cette marque est différente de ce qu'on peut trouver sur le marché, qu'est-ce qui la caractérise, quelles sont ses valeurs, quelles sont ses qualités produits, afin justement de pouvoir lui trouver une place sur ce marché qui est encore balbutiant, qui est encore jeune aujourd'hui, où les pratiques ne sont pas toujours vertueuses, même si on parle de reconditionner, le panorama est encore un peu flou pour le consommateur. Donc on a sensibilisé le public, le grand public, mais aussi toutes les parties prenantes, que ce soit politiques, médias, etc., pour qu'ils nous accompagnent dans cette lecture du marché et qu'on puisse aussi le structurer avec des lois qui correspondent à nos besoins. Si vous deviez retenir une innovation majeure qui vous a permis de conquérir ce marché, quelle serait-elle ? C'est une question difficile, hein. Je vais essayer de résumer. Déjà, il y a une chose qui est importante, c'est que aujourd'hui, on sait que 80% de l'impact d'un appareil, que ce soit un smartphone ou un ordinateur, est lié à sa fabrication. Donc, notre rôle, il est clair, en fait. Si on arrive à leur donner une vie, voire 2 vies, voire 3 vies, de plus, aujourd'hui, on est gagnant pour l'environnement. Donc, alors, c'est pas une innovation, mais c'est peut-être une innovation d'usage. Aujourd'hui, si effectivement, de notre côté, on arrive à récupérer les produits usagés juste après leur usage, et si le consommateur aussi, lui, pense reconditionner et pense que son produit puisse avoir une 2e vie, voire une 3e, on est déjà dans une certaine innovation dans la pensée, on va dire, et dans la manière d'agir. Sylvie, vous nous avez dit que votre secteur avait vu apparaître beaucoup de nouvelles concurrences. Comment avez-vous réussi à vous faire une place sur le marché ? Vous voyez ce que c'est que l'open banking ? Je vous le rappelle en 2 mots. Mais le principe de l'open banking, c'est que vous dites OK. Donc, l'idée de départ, c'était de se dire mais si on utilisait l'open banking, vous êtes OK pour que je puisse aller voir vos comptes et donc je vais détecter automatiquement si vous avez été au restaurant ou si vous avez acheté à manger à midi. Et je vais pouvoir, selon la réglementation française, bien entendu, vous rembourser directement sans que vous ayez à avoir une carte particulière. Donc, effectivement, on est parti au départ sur cette notion d'open banking qui est quand même extrêmement intéressante parce qu'elle amène beaucoup de simplicité. Et on a voulu simplifier au maximum la vie du DRH, en tout cas dans sa façon de mettre en place une politique sociale. Et donc, on a voulu simplifier tout ça et on a proposé une cagnotte qu'on a appelée une cagnotte flexible. Et au lieu de faire toute cette addition, je vais vous dire, Ophélie, vous avez 2 000 € d'avantages par an chez nous dans une cagnotte que vous pourrez dépenser en mobilité, en cadeaux, en repas et en télétravail. Et c'est le salarié qui va choisir ce qui lui convient. C'est que ça va permettre de s'adapter à la vie de chacun. Parce que il y a de plus en plus de demandes aujourd'hui de prise en compte des individualités. Donc, c'est vraiment ça, une cagnotte flexible auquel on a rajouté ce fameux open banking. Vous n'avez plus besoin d'avoir une carte bancaire, une carte spécifique, une carte resto, une carte multi-bénéfice. Vous dépensez avec votre propre carte bancaire et le soir, nous, on va aller regarder quelles ont été vos dépenses et on va repérer toutes celles qu'on peut vous rembourser sur la cagnotte avec le respect de toute la réglementation puisque tous les avantages aux salariés sont très réglementés en France. Donc, c'est vraiment une autre façon de proposer des avantages aux salariés, extrêmement nouvelle. Et là, on a convaincu une seconde fois le fait que pour le groupe Up, avoir une start-up extrêmement innovante sur le marché, ça serait à la fois une image de marque assez exceptionnelle d'être celui qui a la plus large offre entre le papier jusqu'à mai, et puis aussi celui qui a une capacité d'innovation et de compréhension de ce qui se passe et ce qui arrive pour demain. 2 stratégies différentes se dessinent devant moi. Une première qui est de miser sur l'expérience utilisateur
et une seconde qui est de miser sur l'éthique et le sens de l'achat. Ces deux approches du positionnement sont source de valeur ajoutée et de différenciation. Une fois le bon timing et la voie d'approche appréhendée, il nous reste une dernière question à revisiter. La place des équipes dans cette conquête du marché. Comment ne pas être seul sur son chemin d'innovation, sur sa réflexion stratégique. Et ça, pour moi, c'est d'embarquer en interne les bonnes personnes, de jamais faire seul. Tout un travail autour de l'appropriation, en fait. Un travail autour de comment embarquer les bonnes personnes pour ne jamais être déconnecté de l'opérationnel. C'est le risque number one des directions innovation. Donc un rôle très important de la culture, en fait. De commencer par travailler sur le volet culture pour insuffler l'innovation à l'intérieur, en fait, pour révéler tous les potentiels. Mais dans la transformation digitale, le volet culture est essentiel. De toute façon, ça a été le cas sur les premières vagues de transformation digitale. Et puis, c'est le cas maintenant avec l'IA générative qui arrive et qui est en train de se diffuser partout. De nouveau, il y a la question de la culturation, de la sensibilisation et d'embarquer les équipes parce qu'il ne sert jamais à rien d'avoir raison tout seul. Et oui, avoir raison en avance ou avoir raison contre l'ensemble de l'entreprise n'a jamais amené à un combo gagnant. L'innovation, on le sait, il y a plein de nouvelles idées, c'est formidable, on va les tester, un masque pour aller dans le métavers, un truc pour faire de l'open banking, une nouvelle carte pour les non-voyants. La question, c'est de les raccrocher avec la stratégie de l'entreprise, de comprendre celles qui peuvent matcher et d'embarquer les gens dans ces sujets-là qui ont été sélectionnés. Et donc, c'est l'importance de la structuration et de la définition des objectifs stratégiques. Exactement. Et je raccroche tout le temps. On fait ça, pourquoi ? On est au service d'une stratégie d'entreprise tout en étant ceux qui anticipent. Le collectif est une chose importante chez Smart. Comment est-ce que ce collectif réussit à faire survivre Smart et du coup à faire se développer Smart à travers toutes les transformations que vous avez pu vivre depuis le début ? Alors, je pense que dans notre ADN, il y a une certaine énergie et un positivisme inhérent. Donc, c'est pour ça que nos dirigeants ont pu racheter notre société il y a de cela une quinzaine d'années pour la remonter et pour rembaucher leurs collaborateurs. Au niveau de notre action sociale, on va dire, notre rôle aussi, c'est d'embarquer le plus de monde dans notre aventure et des personnes qui sont pas forcément qualifiées et de leur donner un avenir professionnel. Donc aujourd'hui, j'en parlais un peu tout à l'heure, mais aujourd'hui, on propose à des personnes qui sont éloignées de l'emploi de les former sans CV, juste sur leur habilité au poste et sur aussi leur adhésion à nos valeurs. Et à ce moment-là, on leur propose une formation de 400 heures, à la fois théorique et pratique, qui leur permettent d'intégrer notre société. Aujourd'hui, on a formé 110 personnes et on a embauché à peu près 85% des personnes qu'on a formées. Donc l'académie qui nous permet donc de former des personnes en interne, s'appelle la Smart Academy. À travers leurs approches, Jacqueline et Sylvie nous rappellent l'importance du collectif. Sur les chemins de la conquête du marché, on ne peut pas avancer seul. Il est indispensable d'engager les équipes. Au terme de ces visites, la question de la préparation et du positionnement d'une innovation apparaît comme cruciale et surtout comme indispensable dès l'émergence de l'idée. Je retiens qu'une stratégie commerciale et marketing d'une innovation repose sur le bon timing, une voie d'approche adaptée au marché et l'engagement des équipes. Au plaisir de vous raconter de vive voix cette visite à mon retour. Merci à tous d'avoir écouté La Spirale, un podcast réalisé par Miragon Conseil, société de conseil en stratégie et innovation. Prêt à embarquer avec nous pour continuer à explorer la route de l'innovation ensemble ? Suivez-nous sur toutes vos plateformes d'écoute préférées et faites rayonner l'innovation autour de vous en partageant le podcast La Spirale.